Elles avaient un travail, elles avaient des projets. Elles commençaient à s'en sortir, mais les crises auxquelles le monde est confronté renvoient chaque jour des millions de femmes dans la précarité. Grâce à vos dons au Fonds de solidarité, la francophonie avec elles, elles peuvent se relever et retrouver leur autonomie. Ensemble, soutenons-les sur francophonie.org. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse, c'est même un honneur pour moi d'être avec vous à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie. C'est une journée dont le thème met les femmes à l'honneur. Il sera question de parcours de vie. La condition féminine réserve à chacune son lot d'épreuves. C'est ce que nous avons tout en commun, quel que soit le pays de la francophonie d'ailleurs dans lequel nous nous sommes enracinés. Des épreuves auxquelles s'ajoute bien sûr cette pandémie qui bouleverse le monde depuis plus d'un an et qui accable encore davantage les femmes. Nous aurons l'occasion d'en parler. Femmes francophones, femmes résilientes, c'est donc le thème qui nous réunit. Alors vous entendrez des témoignages de personnalités venues d'horizons différents qui feront peut-être écho avec votre quotidien, peut-être même que vous trouverez des clés pour trouver des solutions, on l'espère en tout cas, pour éclairer votre chemin. Cette conversation débat est diffusée, si vous nous suivez, vous le savez, en direct sur les comptes Facebook de l'OIF et de TV5 Monde. Mais avant d'ouvrir les échanges, je vous présente les intervenantes. Nous sommes avec Djaïli Amadou Amal, qui est camerounaise, de mère égyptienne. Vous êtes militante féministe, écrivaine. Votre roman Les Impatientes et le prix Goncourt des lycéens 2020. Nous aurons l'occasion de parler de votre expérience très très riche. Irina Vassileva, vous êtes bulgare, artiste chanteuse, auteure notamment d'un recueil de nouvelles que vous avez emmené avec vous et dont vous nous lirez quelques passages, Les contes merveilleux pour les grands. Grâce à un concours auquel vous avez participé, de manuscrits francophones, vous avez obtenu son édition. Nous sommes également avec Samar Louati, qui est tunisienne, diplômée de l'École centrale de Lyon, titulaire d'un DEA en génie industriel. Vous conseillez depuis une quinzaine d'années les plus grandes institutions financières en matière notamment de gestion des risques. Et puis vous êtes aussi cofondatrice d'une association, Bridging Angels, qui soutient les startups à fort potentiel en Afrique. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et enfin, Louise Mouchiki-Wabo, qui est secrétaire générale de la francophonie, à qui je donne la parole. Merci, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure, le mois de mars, c'est le mois de la femme et c'est aussi le mois de la francophonie, 2 grands F. Alors, c'est le 20 mars et pour nous, à la francophonie, c'est une célébration, mais c'est aussi une occasion de jeter un regard sur le passé, sur notre organisation, sur cette année qui a été très difficile pour le monde entier, pour les femmes. Et nous nous plaçons également dans cette francophonie de l'avenir. Nous nous tournons vers la jeunesse, les jeunes femmes. Et il est important aujourd'hui pour nous à la francophonie de comprendre que l'ADN de notre organisation, qui est la solidarité, eh bien, c'est l'ingrédient le plus rare et le plus important aujourd'hui dans le monde. Quand les temps sont durs, on a besoin de se rapprocher, de resserrer les liens, d'avoir de l'empathie, de se rapprocher des autres. Et c'est un aspect extrêmement important de la vie, de la vie des institutions aussi comme les nôtres. Le monde multilatéral est à la recherche de solutions. On n'a pas toujours les bonnes solutions. On a de très bonnes intentions. On a parfois la difficulté à nous détacher de quelques mauvaises pratiques. On a beaucoup de bonnes pratiques aussi. Ce 20 mars est un anniversaire, c'est une fête assez particulière
nous avons, avec mes collaborateurs à l'Organisation internationale de la francophonie, voulu mettre en lumière le combat qui a été très dur, encore une fois, dans cette période de pandémie, mais à travers les siècles, hein, la femme qui résiste, qui tombe et se relève immédiatement, qui cherche des solutions dans des conditions extrêmement difficiles. Et la partie que je préfère de la femme qui se lève le plus tôt, se couche le plus tard et confronte les difficultés de la vie, souvent avec un sourire. Et cette résilience, cette force intérieure, cette force de la femme, moi, ma frustration, c'est qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, tous les jours de leur vie, sont confrontées à beaucoup de difficultés. On parlait du Liban tout à l'heure. Quand je vois les femmes libanaises qui arrivent dans les difficultés actuelles à se lever le matin, à essayer de, tant bien que mal, faire vivre leur communauté, leur famille, s'exprimer devant des caméras. En fait, en ce 20 mars, je rends honneur à la femme résiliente. Vous avez posé le thème très officiellement. Il avait lancé les débats. On parle de femmes résilientes, femmes francophones. Nous le sommes toutes autour de cette table. Vous l'êtes toutes. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que ça vous évoque, la résilience? Djaïli Amadou Amal. Eh bien, pour moi, déjà, merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. C'est un mot, en fait, qui me touche énormément, parce que c'est ce qu'on vit tous les jours chez nous en Afrique. Notamment, moi, je viens du Cameroun, mais du Nord Cameroun. Donc, dans le Sahel, on connaît très bien les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Le mariage précoce et forcé concerne, il faut le rappeler, 34,4% des femmes dans le Nord Cameroun. C'est aussi votre histoire. C'est aussi mon histoire, oui, voilà. Et puis, à côté de cette violence-là, pour moi, qui reste quand même la violence la plus pernicieuse parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Madame la Secrétaire Générale l'a dit, il y a la crise sanitaire, mais aussi la crise sécuritaire qui fait des ravages et les femmes sont les premières concernées. Les violences faites aux femmes également, que ce soit aussi bien par le biais du mariage précoce et forcé, mais d'autres formes de violence. Je peux aussi citer, rappeler que plus de 500 filles sont victimes de mutilations sexuelles génitales, encore une fois, dans le Nord Cameroun, mais également dans toute la zone du Sahel. Donc, quand on parle de résilience, évidemment, c'est toutes ces femmes-là qui se lèvent, qui se battent, qui essayent avec les armes qu'elles ont, avec les petits moyens qu'elles ont de s'en sortir quand même. Continuer à vivre. Voilà, continuer à vivre, continuer à soutenir la famille. Au Nord Cameroun, par exemple, 80% des ressources familiales sont apportées par les femmes, les ressources alimentaires. Et quand on voit même les crises climatiques, les changements climatiques qui font que les saisons n'existent plus, etc. Donc, on se rend compte à quel point c'est un combat de tous les jours. Elles sont les premières à se lever, les dernières à se coucher. C'est elles qui cherchent de l'eau toujours plus loin. C'est elles qui doivent chercher à nourrir les enfants et c'est elles qui doivent évidemment les protéger contre toutes sortes de violences. L'incarnation vraiment de la résilience. L'incarnation de la résilience est vraiment au féminin. Samar Louati, on parlait de résilience en cette période de crise, en ces temps de crise. Est-ce qu'on est déjà dans la résilience depuis un an, puisque ça fait un peu plus d'un an que cette crise sanitaire a débuté? Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Est-ce qu'on l'a activé sans même s'en rendre compte? Ah si, je pense que depuis un an maintenant, tout le monde, hein, pas seulement les femmes, mais surtout aussi les femmes, si on se fie aux dernières études sur la situation de la femme qui a bien régressé malheureusement, et ce dans le monde à cause de cette crise sanitaire, parce qu'elle se trouve souvent en première ligne, sur le front, j'ai envie de dire en fait. Voilà. Et du coup, voilà, on ne peut pas être insensible à cette régression des droits de la femme dans le monde, parce que souvent, voilà, elle doit choisir entre peut-être rester à l'enfance, rester à la
maison, s'occuper de ses enfants, surtout aussi l'école ferme et aller tous les jours au travail, etc. Donc en fait, voilà, la femme, depuis un an, je pense, est confrontée à une situation très difficile. Bien sûr, chacune son pays, sa situation, etc. Mais toutes, je pense, nous partageons ce combat quotidien. Et la résilience, effectivement, c'est la qualité qui fait qu'on va toujours de l'avant, malgré les difficultés. On sait très bien, voilà, tomber et puis se relever, comme si de rien n'était, que j'ai envie de dire, voilà, ou presque, et avancer. Voilà. Irina Vassileva, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque, la résilience? La résilience. C'est un mot magnifique qui rime avec persévérance d'abord et le fait de savoir rebondir. Suivant les contextes, évidemment, on vient de contextes différents, voilà, que ce soit les contextes géographiques qui impliquent des enjeux différents, effectivement. Moi, je viens d'un pays qui a la chance de se trouver en Europe, mais en Europe de l'Est, qui a traversé des siècles et des millénaires d'histoire. Et donc, on a des exemples parfaits de femmes résilientes qui ont marqué l'histoire de mon pays aussi. Et je pense là à une icône que peu de gens connaissent à l'international, mais que tout le monde connaît en Bulgarie, qui est donc un personnage historique du 19e siècle, qui s'appelait Raina Kniaginia, c'est comme ça qu'elle est connue de tous les Bulgares, ce qui veut dire la reine des Bulgares. Ce n'était pas son vrai nom, bien entendu, mais avec son œuvre, avec tout ce qu'elle a fait pour marquer l'histoire de son pays, elle a été reconnue par son peuple en tant que reine des Bulgares. Et les exemples sont nombreux, mais celui-ci me tient tout particulièrement à cœur. Donc ça, c'est sur un plan historique, mais les femmes résilientes sont tout autour de nous. Elles sont là, autour de cette table. Et je suis tellement honorée d'en faire partie, de cette petite assemblée. Je vous remercie, Madame la secrétaire générale, Mesdames, pour cette invitation. Donc oui, la persévérance, le fait de savoir rebondir et d'aller de l'avant malgré tout. Et aujourd'hui, en particulier, depuis un an, voilà, on le mentionne à chaque fois, mais ça vaut la peine d'être mentionné. Vous avez évoqué mon travail avec l'écriture, le chant, etc. Il y a des artistes, d'autres artistes parmi nous, et nous savons à quel point c'est difficile pour les artistes aujourd'hui, les écrivains, les musiciens, les peintres, enfin toutes ces expressions artistiques qui sont essentielles pour notre vie, mais qui restent un petit peu en arrière-plan. Il faut avoir de la ressource pour quand même continuer survivre, à trouver, voilà, persévérer, continuer à créer de la beauté et aller de l'avant, ne jamais lâcher, parce que voilà, l'art, c'est essentiel. Alors vous avez évoqué cette femme symbolique pour les Bulgares que le peuple avait surnommée reine. Ça colle parfaitement avec le podcast que nous allons écouter. C'est un témoignage passionnant, celui de Vanessa Adande. Alors elle est gabonaise, elle est fondatrice d'un cabinet de conseil financier qui s'appelle Ellipsis. Elle a depuis septembre dernier une émission exclusivement réservée et dédiée aux femmes. Ça s'appelle Le cœur des femmes. Elle leur donne des conseils pour mieux gérer leur argent, mais elle va plus loin dans ce podcast que nous allons écouter, puisque même bien gérer, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais alors, quel est le prix du bonheur des femmes africaines? Écoutez ce témoignage de Vanessa Adande. Il est où le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur pour une femme africaine? Sur quelle base et comment se construit-il? Quel en est le prix? La femme africaine est royauté, par Vanessa Adande. J'entends beaucoup parler de la femme africaine comme une reine aujourd'hui. Black is king and we are queens. On pense que c'est la mode, mais moi je pense que ça vient de bien plus loin. J'ai toujours pensé d'ailleurs que j'étais une reine. Je suis née reine et je suis née d'une reine. J'ai d'ailleurs toujours cette image de ma mère comme d'une surfemme. Cette femme, elle n'était pas humaine, elle pouvait pas l'être. Tout ce qu'elle a
endurer, supporter, réaliser. Non, elle n'était pas humaine. Il est bien là le problème, d'ailleurs. La femme africaine est royauté. Comme toute royauté, on la considère comme surhumaine. Comme toute royauté, elle vit dans un cadre extrêmement réglementé. Toute action en dehors de ce cadre devient comme un aveu d'humanité, un signe de faiblesse, qui peut mettre le royaume en péril, qui peut pousser le peuple à la rébellion, inciter l'ennemi à déclarer la guerre. Et en ce sens, je me suis toujours sentie différente, à part. Une volonté d'être vraie, authentique, entière, même quand c'est pas joli à voir. J'entends encore les voix s'élever quand j'étais plus jeune. Peut-être qu'elles s'élèvent toujours, hein, et que j'ai appris à moins les écouter. Des voix qui me demandent de me calmer, de bien me tenir. Comme on parle à tout enfant, vous me direz, bien sûr, mais surtout comme on parle à une fille. Tiens-toi droite, ferme tes jambes, change de robe. Une fille ne fait pas ci, une fille ne fait pas ça. Une fille doit. Si jeune et déjà tellement de responsabilités. Comme la promesse d'une vie de sacrifice, quand on ne sait pas encore ce qu'on va devoir sacrifier. On oppose la femme africaine à son homme, dès la naissance. Quand on met au monde une princesse, elle est fragile, ou du moins c'est comme ça qu'on la voit. Quand on met au monde un prince, on l'apparente à une bête sauvage, qui doit être apprivoisé. On lui excuse tous les débordements, comme s'il ne pouvait pas se retenir. C'est ça les petits garçons. C'est ça le prix de la force, de la protection. La femme est gentille et l'homme est fort. La femme est obéissante et l'homme protecteur. Le yin et le yang, en opposition toujours. Et ça s'imprime dans le conscient collectif. Ça s'imprime chez la petite fille et ça s'imprime chez le petit garçon. Un petit garçon qui est frère aujourd'hui, qui sera époux demain. Telles sont les règles du royaume. La belle et la bête. Dès le départ, on attendra le sacrifice de l'un et on excusera la violence de l'autre. La vie de la femme africaine est sacerdoce. Elle est organisée autour du bonheur des siens. Ses parents, d'abord, son conjoint, ses enfants, sa famille au sens large, sa communauté, même son travail. Et moi, j'ai toujours senti ce poids, cette pression, la pression des injonctions. Un chemin tracé pour moi. J'allais bien étudier à l'école, parce que j'allais avoir de l'ambition quand même, personne ne veut d'une bonne à rien. J'allais savoir bien tenir une maison, savoir nourrir ma famille, parce que personne ne veut d'une paresseuse. J'allais aussi trouver un bon mari. Oui, parce qu'en femme bien élevée, c'est aussi ma responsabilité d'attirer un bon parti, dont le rôle serait de me protéger. J'allais lui faire de beaux enfants, en bonne santé. Et puis j'allais bien les élever. Et pour finir, j'allais respecter mes aînés. Des injonctions, encore des injonctions. On n'en demande jamais trop à une reine. Et à chacune de ces étapes, le risque d'échec. Avec ce risque d'échec, le risque de perdre de la valeur aux yeux des autres. Et donc aussi à mes propres yeux. Mais que se passe-t-il quand une reine souffre ? Chut. Nunja. La reine se tait, parce que toutes les reines souffrent. Toutes les reines endurent, en silence. Mais voilà, moi j'étais pas comme toutes les reines. J'ai essayé, mais j'y arrivais pas.
Ça me rendait malheureuse et moi, en bonne enfant gâtée, je voulais être heureuse. Parce que si nous ne sommes pas heureuses, sommes-nous seulement en vie ? Et que se passe-t-il quand je ne suis pas une bonne fille, une bonne sœur, une bonne épouse ou une bonne mère ? Pourquoi ça me plonge dans cet infini désarroi ? Pourquoi est-ce que j'ai appris à construire ma vie dans le cœur des autres ? Est-ce vraiment ça, être heureuse ? Ma mère est une pièce maîtresse de qui je suis aujourd'hui, de comment je me suis construite. Et c'était un bonheur infini pour moi de chercher à être une bonne fille sur laquelle mes parents pouvaient compter. Et puis je l'ai perdue, ma mère. Mon couple était tout aussi important. Je construisais ma vie autour du fait d'être une bonne épouse. Et puis j'ai divorcé. Mon expérience est assimilable à celle de tant d'autres femmes, celles qui sont orphelines, celles qui, pour différentes raisons, ne sont pas, ou pas encore, mères, épouses, ou ce qu'elles veulent être pour quelqu'un d'autre. Comment donner quand on n'a plus rien à l'intérieur ? C'est la vie qui nous arrive et nous pousse à tenter l'impossible pour combler ce grand vide. Alors si la femme africaine est royauté, j'ai inconsciemment peut-être choisi d'être déchue. Après tout, c'est le sort réservé aux reines qui choisissent leur bonheur au détriment de leur patrie, qui choisissent de questionner plutôt que d'endurer, les reines qui choisissent, tout simplement, de construire leur royaume en elles-mêmes et d'y rentrer tous les soirs. Si la femme africaine est royauté, moi, j'ai choisi le bonheur au sacrifice. Et c'est cette reine qui a enfanté ma fille. Et c'est ça que j'espère lui léguer. Le choix du bonheur. Le droit au bonheur. C'est un message universel que... Écrasée sous le poids des injonctions, la promesse d'une vie de sacrifice, dit-elle. Cet extrait, pas cet extrait d'ailleurs, ce podcast est extrait des Mises en quarantaine. C'est une série de podcasts que vous pouvez écouter notamment sur Instagram, Mise en quarantaine et sans complexe, initiée par Alexandra Ngamion. Voilà, pour ceux que ça intéresse, et je suis certaine que vous êtes nombreux et nombreuses. Louise Mushikiwabo, vous avez créé le fonds La Francophonie pour elles. Est-ce que c'est aussi pour libérer les filles, les femmes, du poids de ces injonctions, pour les aider à devenir libres ? Ce fonds de notre organisation, La Francophonie avec elle, est avec elle, pas pour elle. Avec elle, pour elle. Pour elle et avec elle. Tout près d'elle. Voilà, au plus près d'elle. Au plus près d'elle. C'est un fonds qui dit deux choses. D'abord, nous sommes là. Nous sommes votre organisation. La Francophonie est une organisation qui n'est pas grand bailleur de fonds. Nous sommes assez modestes, mais nous sommes là. Le message dans la prise de décision de mettre en place ce fonds en plein confinement l'année dernière, c'était de dire « on ne vous a pas abandonné, on est là ». Le deuxième message, c'était de dire « on vous soutient modestement ». Nous savons que dans beaucoup de nos pays, surtout nos pays du Sud, le prix d'un café ici à Paris, c'est un repas de 2 jours pour une famille dans d'autres pays. Et donc, c'est la solidarité, le fait qu'on comprend, on compatit, on est là, mais en même temps, économiquement, voici un petit soutien qu'on vous apporte.
je crois profondément que la femme, je parle en généralité, mais je connais beaucoup d'exemples, quand on l'écoute, quand elle sait qu'il y a du soutien quelque part, parfois elle n'a besoin que de ça. Elle a besoin d'être comprise, que ce poids-là qu'elle porte, le poids de cette pandémie qui pèse sur les grands de ce monde, sur les pays les plus puissants. Imaginez-vous ce poids sur les femmes qui sont un peu partout dans le monde, déjà avec les difficultés de la vie sans même virus. En dehors de cette pandémie, voilà, c'est ça, mais avec cette pandémie. Et donc, pour moi, je tiens beaucoup à ce fonds. Je veux qu'il soit pérennisé. Je veux que ce fonds continue à donner ce message de notre organisation vers beaucoup de femmes de l'espace francophone pour dire on a compris votre douleur, on a compris vos inquiétudes. Est-ce que ça les aide justement à échapper aux injonctions? Est-ce que ça leur donne des armes pour réaliser leurs rêves? Absolument, absolument. C'est aussi le sens du témoignage de Vanessa Adandé. Absolument. Quand on parle de libérer la femme, je pense que la femme, c'est déjà libérée. Oui, mais c'est réalisé, c'est ça qui lui est interdit. Mais elle a quand même, écoutez, c'est le poids de l'histoire, ce qui lui a été enlevé, ce qu'elle n'a pas eu, on essaie de restituer modestement. C'est ça la signification de ce fonds, la francophonie avec elle. Et pour moi, le fait même, encore une fois, de sentir ce que la femme vit aujourd'hui dans ce monde sanitairement compliqué, dans ce monde compliqué, parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a une grave crise économique pour tous nos pays. Il y a des crises sécuritaires dans certains pays, il y a des difficultés d'éducation, il y a les difficultés des artistes, on en a parlé tout à l'heure. C'est une petite contribution, ce fonds. C'est symbolique, mais c'est nécessaire. Qui est symbolique, mais qui aussi, dans beaucoup de pays, écoutez, nous avons lancé ce fonds avec 3 millions d'euros. Même 30 euros peuvent soutenir une petite activité de femmes à travers notre espace francophone. Samar Louati, vous évoluez dans un monde dit masculin, mais majoritairement masculin. Comment est-ce que vous avez échappé à ces injonctions? Comment est-ce que vous vous êtes émancipée d'une certaine façon? Je mentirais si je disais que j'étais consciente de ces injonctions peut-être au départ, c'est-à-dire que j'ai la chance peut-être d'être née dans une famille, j'étais fille unique certes, donc j'avais pas un vis-à-vis masculin, voilà, pour sacrifier pour des frères et sœurs. Voilà, donc et je pense que en Tunisie aussi, la femme a acquis beaucoup de droits grâce à Bourguiba notamment, voilà, et donc j'ai pas vraiment vécu et senti ces injonctions dont on parlait très tôt. Mais après, au fur et à mesure, avec l'âge justement, c'est au moment où on est confronté en fait au monde du travail et il y a parfois, on se pose des questions, on se dit mais pourquoi je suis la seule femme présente? Ou on regarde des photos corporate d'entreprises, etc., où il n'y a que des hommes qui représentent l'entreprise. Au niveau de certains gouvernements, notamment même tunisiens, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de représentation de la femme. Et là, on commence à se poser des questions. Et on se dit, et donc, par exemple, moi, j'ai été aussi présidente de l'Association des Tunisiens des grandes écoles à un moment donné, et on avait fondé à l'époque Attuge au féminin. C'est parce qu'on s'est rendu compte aussi spontanément qu'à chaque fois qu'on fait une conférence, on va inviter toujours des hommes. Enfin, on réfléchit, on pense toujours à... L'expert est un homme. L'expert est un homme, et les anciens, enfin de notre Atugéen, etc., c'est des hommes. Et en fait, on a dit non, il faut donner plus de visibilité à la femme. Il faut qu'on fasse nous-mêmes cet effort de penser à des femmes. Et donc depuis, je pense qu'il y a eu, il y a Attuge Londres aussi qui a lancé Attuge au féminin. Donc il y a une sensibilisation. On essaie d'inviter des femmes et d'avoir des femmes justement qui sont là pour parler de problématiques historiquement
quasiment réservé aux hommes, notamment justement l'économie, la finance, l'informatique, les systèmes d'information, etc. C'est des domaines où la présence, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est des domaines où vraiment la présence féminine est encore malheureusement faible. La promesse d'une vie de sacrifice, Irina Vassileva, qu'est-ce que ça vous inspire? La promesse d'une vie de sacrifice. C'était le sens du témoignage de Vanessa Adondé. Tout à fait, et qui aboutissait en fait sur un message lumineux, le droit au bonheur. Exactement. Et voilà, si on a les deux qui se mélangent dans la vie d'une femme, parce qu'une femme, elle sait ce que c'est que le sacrifice, hein, beaucoup plus que les hommes, je dirais. Et ça vient de sa condition féminine. Et donc, le sacrifice nous accompagne au quotidien, comme disait Madame tout à l'heure. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on a toutes le droit d'accéder au bonheur. Peut-être faire des compromis plutôt que des sacrifices parfois. De faire des compromis, de jongler avec ces deux réalités et faire en sorte que le bonheur soit notre réalité aussi, en même temps que le sacrifice qu'on fait. En tant que mère, en tant que femme, c'est une quête absolument légitime. Djaïli, est-ce que ce témoignage résonne en vous? En quoi il résonne en vous? Eh bien, je suis très émue d'avoir écouté ça. Je me sens concernée parce que je viens d'un monde où on vous demande pas, on vous pose jamais la question est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous pensez avoir droit au bonheur? Eh bien non. Mon bonheur devrait être celui de rendre les autres heureux. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mais surtout mon époux, mes enfants. Donc, on est avec ce poids et on le porte finalement toute sa vie. C'est d'ailleurs le sujet de mon roman « Les Impatientes », tout simplement. C'est à ça que ça m'a fait penser. J'ai voulu écrire sur les violences faites aux femmes. Mais comment décrire toutes les violences en allant sur un seul personnage ou quel est le mot qui définit cette violence-là? Et pour moi, c'est le mot munyal, c'est-à-dire patience, sabre, mounyo sabari, etc., dans toutes les langues. Patience, c'est ce qu'on dit à la petite fille, déjà dès sa naissance. Il faudrait qu'on essaie de trouver ce mot dans d'autres langues aussi. Mais oui, c'est sûr. Oui. Tolère tout ça, ça va aller. Sois sage. Oui, voilà. sois sage. Dans certaines cultures, dans le Sahel, on laisse la petite fille pleurer pour qu'elle apprenne la patience déjà dès le berceau. Et pas le petit garçon. Le petit garçon, on le porte tout de suite. Mais la petite fille, on la laisse pleurer un tout petit peu pour qu'elle apprenne déjà à être patiente. Et là, ça va dans tous les sens de la vie, finalement. Et donc, on est envoyé en mariage précoce pour faire plaisir à ses parents, à ses oncles, pour ne pas avoir honte, pour porter l'honneur de la famille. C'est patiente, accepte tout, supporte tout, ne pleure pas, voilà, soumets-toi. Et pour le bonheur de tes parents, sois une bonne fille. Votre mari vous frappe, patiente, chute, personne ne doit savoir, ça doit rester un secret, etc. Et finalement, c'est pour toute la vie où les femmes sont obligées de ne pas, leur bonheur devrait être de ne pas penser à elles, mais de penser plutôt justement à tous les autres. Mais à un moment, la fille ou la femme a envie de dire tout haut ce qu'elle pense. Bien sûr. Je suis fatiguée d'être patiente tout simplement et je pense avoir également le droit de vivre. Voilà. Eh bien, ce sera très bien, c'est formidable, ça résonne totalement, c'est tellement vrai. La femme africaine et royauté, c'est ce que nous disait Vanessa Adondé. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage, celui d'une autre reine, n'est-ce pas? Fatima Maïga, une femme engagée pour qui la résilience est une combinaison. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Fatima Maïga, je suis la présidente membre fondatrice de la coalition des femmes leaders du nord et du sud et du centre du Mali, qui se bat pour que le processus actuel de paix et de réconciliation au Mali reflète les compétences, les savoir-faire et les aspirations des femmes, ce qui n'est pas souvent le cas. Auparavant, j'ai occupé le poste notamment de chef de cabinet au ministère de la Réconciliation nationale au moment où les groupes qui ont aujourd'hui signé l'accord, à l'époque ils ne l'avaient pas fait, avaient accepté d'engager des pourparlers directs avec le gouvernement du Mali. J'ai été aussi directrice ONU Femmes lors de la crise post-électorale de 2011.
Pour moi, la résilience, c'est une combinaison. C'est un alliage d'au moins 3 choses. Premièrement, des choses dont on va hériter, des choses que nous allons forger, des traits de caractère, des dispositions, et aussi, en troisième lieu, des réseaux auxquels on va avoir accès. Pour ce qui est de la part d'héritage, pour moi, l'éducation a été fondamentale. Celle qu'on m'a donnée à la maison, qui était de me faire comprendre qu'il n'y avait aucune différence entre mes frères et moi, et au contraire, on me prenait souvent en exemple pour ce qui était d'exceller à l'école, ce qui m'a poussé d'avoir eu envie, lorsque j'ai entamé des études, de chercher les meilleures écoles pour encore plus être performante, apprendre, et c'est ce que j'ai fait en allant dans les grandes universités aux États-Unis et en France. Et c'est pour ça que lorsque la secrétaire générale de l'OEF, Madame Louise Mouchikiabo, fait de l'éducation et de l'autonomisation des femmes ces 2 chevaux de bataille, on se dit qu'elle a raison, c'est la voie à suivre, c'est ce qu'il faut faire. Pour ce qui est de deuxième aspect, forger des traits de caractère, c'est comme toutes les femmes lorsque nous évoluons, disons, dans des fiefs, dans des bastions réservés aux hommes, on apprend à faire face, à anticiper les propos sexistes qui sont parfois d'une violence inouïe ou des attitudes. Je pourrais passer toute la journée à donner des exemples qui marquent, mais en fait qui vous rendent plus fort parce que on va se rendre compte qu'il y a 2 choses qui sont fondamentales dans notre attitude. D'abord, ne jamais s'affaisser, parce qu'il n'y a pas de raison, en tout cas pas en public, et de ne pas s'effacer, puisque c'est le but. Or, nous sommes là pour une cause, et cette cause ne peut être valable, ne peut se matérialiser, ne peut aboutir que si nous restons là, que si nous montrons que nous sommes un maillon d'une chaîne de solidarité qui a commencé il y a très très longtemps, nos grands-mères, nos sœurs, et que nous allons rester résilientes en ne nous affaissant pas et surtout en ne nous effaçant pas, parce que nous avons des compétences que nous jugeons aussi utiles, aussi importantes que les hommes pour faire avancer les choses. Le troisième aspect qui pour moi est essentiel, ce sont les réseaux. Parce que lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous devons changer les choses en étant sous l'oppression, n'est-ce pas, d'un certain patriarcat en milieu de travail comme au niveau personnel, nous avons souvent besoin de pouvoir nous adosser à des réseaux. Et pour moi, l'OEF, lorsqu'il met en place cette stratégie, lorsque l'OEF, elle met en place cette stratégie, n'est-ce pas, d'éducation des filles et des femmes en utilisant les moyens les plus modernes, en mettant le numérique au cœur de sa stratégie aussi. Lorsqu'elle met en place un fonds qui s'appelle la francophonie avec elle, qui vraiment aide les femmes les plus démunies, les plus invisibilisées, mais qui sont importantes à tous les points de vue, c'est-à-dire les femmes du milieu de l'informel, nous savons que nous avons des programmes qui sont là, auxquels on peut s'adosser, qui créent de l'information, qui créent de la communauté d'échange et qui nous permettent vraiment d'être toujours plus résiliente et de passer le bâton à la prochaine génération parce qu'on ne s'affaisse pas et parce qu'on ne s'efface pas. Je le souhaite à toutes les femmes, celles d'aujourd'hui et celles qui vont venir, amener le monde à être un peu plus égalitaire, un peu plus accessible et plus juste. Je vous remercie. Ne pas s'effacer, ne pas s'affaisser, en tout cas pas en public. On a bien noté la dimension de la fierté quand même, jamais en public. Fatima évoque là, Louise, le rôle du réseau dans la résilience. Oui. C'est l'idée d'une main tendue qui aide à se relever, qui aide à tenir, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et c'est la vocation finalement des actions que vous menez au sein de l'OIF. Tout à fait. Notre organisation qui a aujourd'hui 50 ans, 51 ans, a décidé... En l'an 2000, une grande conférence de la francophonie qui s'est tenue au Luxembourg, on a décidé qu'on allait utiliser tous les moyens à la disposition de notre organisation pour vraiment porter notre attention vers les femmes. Alors on est 300 millions de locuteurs de français dans le monde. La moitié de ces 300 millions, c'est des femmes. Alors, c'est presque une question mathématique. Bien sûr. Là, on ne va pas laisser la moitié de notre organisation en dehors des activités que nous menons. Il est important de comprendre aussi que dans la prise de décision, et c'est, j'allais dire malheureusement toujours le cas, il y a beaucoup d'hommes. Moi, je suis dans la politique internationale.
il y a un petit déficit de femmes dans ce milieu-là. On peut dire un gros déficit, non? J'essaie d'être gentille. Ah, vous êtes politique, donc on nous dit OK. J'essaie d'être gentille, c'est la fête de la francophonie. Et cet accompagnement de la femme, je pense même à la décision qu'on a prise donc en juillet 2000 de créer ce fonds. Parce qu'on s'est posé la question de savoir, au-delà des ressources éducatives que la francophonie a mises à disposition, bon, déjà, tout le monde n'est pas connecté, donc nécessairement, il y aura une grande partie de nos populations qui n'aura pas accès. Mais on s'est dit aussi, avec la situation que les femmes vivent aujourd'hui, un petit soutien économique, ça ne ferait pas de mal. Et ce qui est important, et je pense que c'est un aspect qu'on devra examiner de plus en plus, c'est que dans ce monde de représentants des États et gouvernements à qui j'ai soumise cette proposition, il y a quand même beaucoup de compréhension. Il n'y a pas eu d'opposition. Tous ces hommes ont dit, vous savez, vous avez raison. Et donc, pour moi, en réalité, les hommes qui sont dans nos familles, qui sont dans nos milieux professionnels, ils vivent un petit peu avec cette injustice, mais il faut que quelqu'un les pousse. Oui, et donc, quand on prend la décision de soutenir, d'écouter, de rester aux côtés des femmes, moi, pour être vraiment juste aussi envers les hommes, je trouve que ça se comprend. Il n'y a pas de résistance. Et c'est pour ça qu'une organisation comme la nôtre doit pousser encore plus, qu'on doit faire plus, qu'on doit aussi montrer qu'avec le petit soutien qu'on a donné aux femmes, 100 €, 500 €, voici ce que la femme a créé. Parce que la femme, c'est un grand investissement, la femme. On investit 100 €. C'est une injustice, parce qu'on nous présente comme dépensières, alors qu'en fait, on sait faire des choses incroyables. Ah non, mais ça c'est pas vrai. En plus, je pense que la recherche est là pour le prouver. Les femmes remboursent les institutions financières bien mieux que les hommes. Alors, ce petit investissement, il faut qu'on le fasse avec les hommes. Parce que j'ai remarqué qu'ils comprennent, qu'ils savent. Et vu l'ampleur du problème, nous ne sommes qu'une petite activité avec ce fonds. Mais connaissant les femmes, étant une femme, je sais que même une petite marque d'attention, ça change. Djaïli, il faut apprendre à anticiper, à précéder l'adversité, c'est ce qu'elle dit. Alors, est-ce que c'est votre point de vue? Mais c'est aussi vrai finalement pour les hommes, autant que pour les femmes. Et Fatima évoque la nécessaire transmission. Est-ce que c'est le sens de votre démarche avec les impatientes? Eh bien, dans les impatientes, je montre également que la majorité des violences faites aux femmes sont perpétuées par les femmes elles-mêmes. Donc, elles devraient prendre conscience. Finalement, nous avons un grand pouvoir, c'est nous qui élevons les enfants, les garçons comme les filles. Donc, un garçon, un homme en devenir qui ne respecterait pas les femmes, qui frappera sur son épouse, qui décidera de ne pas amener ses filles à l'école, etc. C'est peut-être un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. Nous perpétuons les violences quelquefois sans même nous en rendre compte. Combien d'entre nous, quand c'est le moment de demander une aide, par exemple, pour faire la vaisselle et autres, on a spontanément envie d'appeler la petite fille et pas le petit garçon. Quand on veut apprendre à faire la cuisine avec un de nos enfants et on veut lui apprendre, on appelle la fille, mais pas le garçon. On permet au garçon d'aller jouer au foot, mais la fille n'a pas le droit de sortir parce qu'elle est une fille, etc. Donc, à un moment, je pense que si les femmes prennent conscience justement de ce pouvoir qu'elles ont, de cette possibilité qu'elles ont de changer le monde, déjà en éduquant les enfants de la même manière, en donnant les mêmes chances aux enfants, les mêmes corvées, ce serait déjà la meilleure façon de changer le monde, tout simplement. Donc voilà, pour moi, il faut que les femmes, justement,
prennent conscience de ça et prennent conscience que finalement, on parle beaucoup de violences faites aux femmes, mais on ne se rend pas compte. Quand on parle de mariage précoce et forcé, c'est généralement les mères qui sont derrière, qui font le chantage affectif, la persuasion, etc. Parce que pour elles, il faut être marié pour être honorable. C'est de la même manière la polygamie. C'est ce qu'elles ont elles-mêmes vécu. C'est ce qu'elles et non pas questionné parfois. Voilà. En réalité, elles perpétuent ce qu'elles ont appris et ce qui les a fait souffrir le plus sans se rendre compte. Quand on parle de mutilation sexuelle génitale pour les filles, c'est toujours les femmes. Donc les femmes devraient prendre conscience de leurs possibilités, de leurs difficultés et essayer de tout faire pour éviter cela à leurs enfants. Irina, est-ce que la transmission, c'est aussi le cœur de votre ouvrage « Les contes merveilleux pour grands » ? C'est effectivement le cœur de mon ouvrage et j'avais envie, peut-être lorsque ce sera le moment, peut-être que c'est maintenant le moment. Ça peut être maintenant, on peut le décider. Voilà, en écoutant et dans la conversation, voilà, j'avais envie de vous lire un petit extrait qui parle d'une femme résiliente. Donc l'histoire, elle se déroule il y a une 50aine d'années dans un tout petit pays dans le sud-est de l'Europe. Devinez lequel. La Bulgarie. Voilà, et l'histoire est racontée par une jeune fille d'une 20aine d'années. Donc il s'agit du secret de la couturière. C'était une dame assez âgée qui semblait venir d'un autre temps. Elle était petite et plutôt ronde, légèrement bossue, comme si le poids de son âge, ou peut-être celui de toute sa vie, la poussait à s'incliner. Elle ne pouvait pas rester debout longtemps. Après s'être redressée pour nous accueillir, elle se rassit sur une vieille chaise en bois. Elle était vêtue en tissu sombre, comme une grand-mère des villages d'autrefois. Un chemisier large et une longue jupe évasée la recouvraient. Elle portait même un fichu sur sa tête, ses cheveux gris cachés en dessous. Les deux seules choses qui ressortaient, ou même qui contrastaient avec le reste, étaient ses mains et ses yeux. Ses mains étaient blanches et nobles. On voyait qu'elle travaillait depuis une éternité, mais elle gardait une douceur remarquable. Ses doigts semblaient très agiles, des ongles bien formés. Ce n'étaient pas des mains décoratives, c'étaient des mains de caractère, même si on pouvait apercevoir qu'elles tremblaient un peu lorsqu'elles étaient au repos, comme un léger spasme provoqué par la fatigue accumulée. Une vieille alliance était ancrée sur l'annulaire de sa main droite, signe sans doute d'une longue vie maritale, symbole d'une époque révolue. Le visage ridé de la couturière contenait 2 saphirs, ses yeux bleu nuit. Son regard était vif et profond. Rien ne pouvait lui échapper, aucun petit détail. Elle nous regarda quelques instants calmement, mais d'un air sévère, sans dire un mot, comme si elle nous jaugeait. Puis soudain, son expression devint tout autre, clémente et bienveillante. Une acceptation se dessina sur son visage, en signe de bienvenue. Nous étions admis dans son monde. Et si vous permettez... Bien sûr, bien sûr. C'est très beau. Mes visites chez la couturière devinrent régulières. J'avais hâte d'y retourner, presque chaque semaine. Je compris assez rapidement qu'elle avait besoin de compagnie pour pouvoir travailler. Elle aimait me garder près d'elle pendant quelques heures pour avancer avec ses créations. Je m'occupais de sa maison en signe de gratitude. Le lieu devint plus accueillant. Baba Vera, c'était son nom, s'ouvrait de plus en plus à moi. Elle me parlait, parfois de sa vie, de ses beaux souvenirs de jeunesse, mais aussi de ses souffrances de femme mariée. Un mari despotique et violent qui l'avait maltraitée pendant de trop longues années. Elle ne s'était jamais plainte à personne. Elle avait subi l'horreur en silence. Il l'avait enfin libérée de ce calvaire en partant dans l'autre monde. Il n'y avait pas si longtemps.
Peut-être qu'avec moi à ses côtés, elle se sentait moins seule. J'incarnais peut-être un désir d'enfant, l'enfant qu'elle aurait tant aimé avoir, mais qu'elle n'eut jamais. J'ose croire que j'étais devenue également une amie, une confidente. Pour moi, c'était aussi un plaisir de la fréquenter. Elle m'apprenait tellement de choses sur l'existence et sur le processus créatif. Elle était fascinante. En dépit de tout ce qu'elle avait traversé, son cœur était resté intact. Elle continuait à créer de la beauté et de l'offrir aux autres. Très bien, merci beaucoup pour ce beau texte qui nous rappelle à quel point la présence, la chaleur participe de la résilience. Alors nous allons écouter maintenant une autre artiste, Estelle Baldé. Elle est artiste belgo-guinéenne. Sa musique reflète aussi le métissage puisque son univers est jazz, soul, bossa nova. Elle se laisse porter par ce qui devrait tous nous guider, les bonnes énergies. Et je pense qu'elle va nous aider à nous recharger. Elle interprète Qu'il est. Merci Estelle. Merci. J'ai ouvert les yeux, j'ai appris à donner la main à ceux qui m'entourent et ont besoin d'un peu d'amour et de réconfort. Peu importe si demain on se quitte. Un jour j'ai vu le feu, l'eau et l'air. J'ai compris que j'étais la terre qui aime au-delà des frontières et porte sur ses épaules telle une mère les peines de ses sœurs et frères. Maman, papa me regardent, mamie me sourit, mes ancêtres me mettent en garde. Tu n'as que cette vie, donc donne, 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 sans jamais ne demander. Ces mots qui résonnent dans mon cœur vont me guider. Qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je réponds à l'appel du qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je nourris mon cœur à l'aide du qu'il est, qu'il est, qu'il est. C'est plus fort que moi. Qu'il est, qu'il est, qu'il est. Un jour j'ai ouvert mon cœur, j'ai laissé sortir toutes mes peurs, envahi par un bonheur tellement pur que j'en pleure. Je sais quelles sont mes valeurs. J'ai compris où je vais aujourd'hui. J'ai compris la vraie raison de ma vie. Je souris quand tu souris. Je te porte si tu t'affaiblis. Plus fort quand on s'unit. Maman, papa me regarde, mamie me sourit, mes ancêtres me mettent en garde. Tu n'as que cette vie, donc donne, 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 sans jamais ne demander. Ces mots qui résonnent dans mon cœur vont me guider. Qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je réponds à l'appel du qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je nourris mon cœur à l'aide du qu'il est, qu'il est, qu'il est. C'est plus fort que moi. Qu'il est, qu'il est, qu'il est. Konyandego mi famille, konyandego mi andi, konyandego mi oli, kineko ka ardi beande. Konyandego mi famille, konyandego mi andi, konyandego mi oli, kineko ka ardi beande. Qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je réponds à l'appel du qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je nourris mon cœur à l'aide du qu'il est, qu'il est, qu'il est. C'est plus fort que moi. Qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est. Je réponds à l'appel du qu'il est,
Alors moi, j'adorerais répondre à l'appel du kilé, mais qu'est-ce que le kilé? Alors, kilé en poulard, ça veut dire solidarité. Hein, bien. Et voilà, c'est une valeur qui me guide depuis que je suis toute petite. Et c'est mon papa qui est d'origine guinéenne qui m'a aidée à écrire ce morceau en partie. Donc, merci Estelle, merci. La solidarité, c'est d'ailleurs le thème de ce qui nous réunit en partie aujourd'hui. Donc voilà, nous répondons en fait à l'appel du kilé sans le savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, il devait être parmi nous, Jean-Baptiste Lemoine, mais les nouvelles mesures sanitaires en Ile-de-France l'ont mobilisé sur d'autres fronts. Écoutez le message du seul homme, d'ailleurs, qui intervient dans cette conversation débat. C'est le he for she. Pardon, je sais que c'est la journée de la francophonie, mais bon, je peux quand même dire quelques mots en anglais. Oui. Pour le he for she est parti. C'est passé le he for she. Écoutez donc le message de Jean-Baptiste Lemoine, qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en charge notamment de la francophonie. Madame la secrétaire générale, chère Louise, chers amis de la famille francophone, nous célébrons aujourd'hui cette langue française partagée par plus de 300 millions de femmes et d'hommes sur les 5 continents. Et célébrer notre langue en partage, c'est aussi célébrer ses valeurs, les valeurs qu'elle porte, l'attachement à l'état de droit, à la démocratie, aux droits humains bien sûr, mais aussi et surtout à l'égalité femmes-hommes. L'OIF se mobilise au long cours pour promouvoir cette valeur cardinale. Elle a adopté en 2018 à Erevan une stratégie justement pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette année, l'organisation place le 20 mars sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Quelle belle idée! Parce qu'effectivement, nous en faisons l'amer constat, la pandémie mondiale, elle aggrave les inégalités, elle touche de façon disproportionnée les femmes, qui sont souvent en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Et c'est pourquoi je tire mon chapeau à Louise qui a créé ce fonds, la francophonie avec elle, permettant de soutenir plusieurs dizaines de projets pour accompagner les filles et les femmes affectées par la crise sanitaire, et la France le soutient. Aujourd'hui, l'action de la francophonie, elle participe aussi de la prise de conscience de cette urgence à agir. Nous avons en commun un multilatéralisme renouvelé dans les actes pour donner aux filles un accès égal à l'éducation, à la santé, à la liberté de choisir leur vie, pour mettre fin aux violences, pour que femmes et hommes bénéficient des mêmes opportunités. Alors aujourd'hui, alors qu'il nous faut reconstruire nos économies, nos sociétés, nos vies, eh bien, il nous faut le faire avec elles et pour elles. Et c'est un défi alors que dans le monde, les droits des femmes, hélas, sont parfois remis en cause. Liberté, indépendance, santé même, qui sont en jeu. Aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat, eh bien, nous travaillons au Forum Génération Égalité. Demain, sous l'égide de l'ONU, d'ONU Femmes, la France accueillera à Paris, du 30 juin au 2 juillet, ce forum et le présidera avec le Mexique. Demain, nous réunirons ainsi les États, les organisations internationales, la société civile, la jeunesse, le secteur privé du monde entier, pour prendre ensemble une série d'engagements concrets, ambitieux, durables. Et ça sera le plus grand rassemblement pour l'égalité depuis la conférence de Pékin en 1995. Demain, la grande famille de la francophonie y prendra toute sa part. Aujourd'hui et demain, célébrons les femmes francophones, ces femmes résilientes, et portons haut notre ambition commune de construire ensemble cette génération égalité. Très bons travaux et à bientôt. Message de Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État en charge de la francophonie. Samar Louati, vous soutenez, avec votre association Bridging Angels, des startups africaines à fort potentiel. Alors, est-ce que l'égalité homme-femme, dont il est question dans le message notamment de Jean-Baptiste Lemoine, est-ce que c'est une condition ou un axe de développement important auquel vous portez une attention particulière? Le micro. Oui, le micro est tombé. Bon, j'espère que c'est bon. C'est bon. À titre personnel, moi, je prête bien sûr beaucoup d'attention justement au fait que les entreprises qu'on finance soient menées par des femmes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup d'études aussi qui prouvent que les entreprises où le management, enfin les postes clés sont mixtes, ont des performances bien plus supérieures aux entreprises classiques, j'ai envie de dire. Donc bien sûr qu'on prête attention, mais on est dans une réalité, donc même en France, mais encore plus peut-être en Afrique et dans le monde voilà, de l'entrepreneuriat en général, on a moins de femmes
qui sont à la tête de comme on les appelle, des start-up, ou les jeunes pousses technologiques, etc. Je fais attention, parce que chaque côté de la secrétaire générale, pas de problème. Voilà, les jeunes pousses, effectivement, surtout dans des domaines justement assez de technologie de pointe. Il est difficile, c'est vrai, voilà, de trouver de bons projets, malheureusement menés par des femmes, mais il y en a. Et donc, quand il y en a, on est là aussi pour justement contribuer. Parce qu'elles n'osent pas? Il y a beaucoup d'études et beaucoup de facteurs qui font qu'il n'y a pas assez de femmes. Bien sûr, elles n'osent pas. Bien sûr, il y a des freins internes qui font, enfin, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ces fameuses injonctions, etc., qui font qu'une femme ne peut se lancer que quand elle est sûre quasiment à 100% d'y arriver, de réussir. Voilà, il y a plein d'études qui décrivent un peu pourquoi, au final, on se retrouve avec moins de femmes à la tête d'entreprises, surtout innovantes, technologiques, parce que aussi c'est un domaine qui n'attire pas beaucoup, peut-être, les femmes, à cause de l'absence de rôle modèle dont on a parlé aussi tout à l'heure. Donc le problème d'identification, c'est un cercle vicieux en fait. Voilà. Donc autant heureusement il y a des artistes, etc., femmes très belles, voilà, des présentatrices télé, auxquelles on peut s'identifier et on peut vraiment, qui inspirent des jeunes, autant dans le domaine, comme on disait, vraiment très entreprise et finance, etc., économie, il y a vraiment très peu, je dirais, pour ne pas dire pas, de rôle modèle qui vont donner cette envie aux filles de conquérir ces domaines. Mais encore une fois, il y en a. Moi, ici en France, je fais partie du réseau Femmes Business Angels. Donc, on est un réseau de 150 femmes investisseuses. On a, bon, je n'ai plus les chiffres exacts en termes, mais en tous les cas, un taux supérieur à la moyenne en termes d'investissement dans des entreprises menées par des femmes. Et à titre personnel, je suis très fière d'investir dans une entreprise fondée par 3 femmes dans le domaine de la BTP, qui est un domaine presque exclusivement. Oui. Voilà, une très belle start-up qui avance, qui est soutenue par la BPI, etc. et qui fait un très beau chemin. Donc, voilà. Djaïli, alors le secrétaire d'État a évoqué les droits des femmes. Vous avez été mariée de force à 17 ans. Est-ce que vous pensiez aux droits des femmes? Est-ce que vous vous disiez, en fait, j'ai le droit d'être heureuse, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Est-ce que c'était concret dans votre esprit à ce moment-là? Eh bien, à 17 ans, non. Voilà. Parce que je viens quand même d'une société où finalement... C'est normal. C'est normal. On se rend compte très vite parce que déjà à l'école primaire, si à la CIL nous étions une cinquantaine de filles pour une cinquantaine de garçons, au fur et à mesure qu'on avançait, les filles disparaissaient comme par enchantement. Et donc, quand j'avais 17 ans et que j'étais déjà en fin de collège, eh bien, nous étions déjà que très peu de filles, à peine 15% de filles. Et donc, c'était normal de se marier. Et donc, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, qu'il y avait un problème jusqu'à ce qu'on choisisse l'époux en question. L'époux en question, il avait quand même 55 ans et moi 17, et ce n'était pas mon choix. Et donc, là, évidemment, il y avait un hic et voilà, je me suis rendu compte qu'en ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et évidemment, le fait que je prenne conscience et que je décide de m'en sortir et de me battre et de refuser de me résigner et de ne pas être patiente du tout, c'est tout simplement parce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu notamment Maria Maba avec une si longue lettre et bien d'autres auteurs, et je me suis rendu compte qu'en fait, non, ce n'était pas normal. Et pour moi, en me mettant à l'écriture, le but aussi, c'était, j'avais 2 filles, et il ne fallait absolument pas qu'elles subissent la même chose. Il fallait que je puisse arrêter ça à mon niveau. Et donc, voilà, je n'avais pas d'autre choix que non seulement de publier, mais d'être une voix suffisamment forte pour pouvoir dire non le jour où on allait décider d'envoyer mes filles en mariage. Et quand j'ai écrit mon premier roman, la question que je me suis posée tout de suite est d'accord, maintenant que je brise les tabous et que je mets les questions sur la table, qu'est-ce que je fais? Il fallait quand même du concret. Alors j'ai créé l'association Femmes du Sahel, une association avec 2 volets parce que je pense que c'est le plus important, l'éducation et puis le développement. Dans notre volet éducation, ce que nous faisons, c'est d'abord de parrainer les petites filles
les inscrire à l'école, les suivre, faire en sorte qu'elles restent à l'école le plus longtemps possible, les sensibiliser sur les questions de mariage précoce et forcé, mais également de toutes les autres violences. Donc, nous avons entre 300 et 400 enfants qui sont totalement parrainés par l'association. Et puis, nous faisons des sensibilisations dans les lycées et dans les collèges. Nous créons des petites bibliothèques pour pouvoir mettre des livres à la disposition des filles. Et puis, l'autre côté, le développement, c'est comme le disait Madame la secrétaire générale, avec un peu de moyens, on arrive à faire en sorte que les femmes puissent non seulement s'en sortir, mais surtout tenir finalement toute la famille avec ce petit commerce qu'elle peut créer. Donc, nous les aidons tout simplement en leur octroyant des petits crédits, puisqu'elles n'ont finalement pas de compte bancaire, pas de terre, etc. Nous les accompagnons dans des petits projets et nous nous rendons compte tous les jours à quel point, quand on leur tend la main, les femmes sont capables de faire des grandes choses. Très capables, c'est ce que vous disiez, hein, Louise, avec très peu, elles font beaucoup. Pourquoi la crise sanitaire? Pourquoi cette pandémie affecte particulièrement les femmes? Cette pandémie affecte particulièrement les femmes parce qu'elles sont au cœur de la vie de tous les jours. Les femmes s'occupent des malades quand il y en a, en priorité les femmes. Les femmes doivent nourrir la famille, j'allais dire les enfants, mais c'est la famille. Les femmes s'occupent de leurs parents, de la famille élargie. Et donc, la femme est au cœur de la vie de tous les jours. Cellule, ouais. Pour moi, même sans toutes les études qui sont là, en quelques mois, on a beaucoup d'études de grandes maisons de recherche qui montrent comment cette pandémie a affecté les femmes bien plus que les hommes, rien que dans le milieu médical. Mais on se rend compte presque automatiquement que quand il y a un problème, la femme va encaisser beaucoup plus que l'homme. Et donc, le fait que la femme ait été plus affectée, plus impactée que l'homme, fait partie de la vie de la femme de tous les jours, même sans pandémie. Mais bon, je me réjouis de voir que les femmes sont toujours debout, qu'elles résistent. Voilà, c'est pour ça que je célèbre la résilience des femmes. Alors, nous allons écouter le témoignage d'une autre artiste qui rappelle que les femmes sont les gardiennes de l'humanité. C'est une icône, une légende aux Antilles. C'est Jocelyne Berroir du mythique groupe Kassav, qu'évidemment j'adore. Je suis antillaise, je ne peux pas dire que je n'adore pas Kassav et je les adore, évidemment. C'est un hommage et c'est Jocelyne Berroir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honorée d'être conviée à cette journée internationale de la francophonie et je vous en remercie. Je suis Jocelyne Berroir, pour ceux qui me connaissent, j'ai la chance de faire partie du groupe Kassav depuis près de 40 ans. Avec eux, ma vie est assez turbulente et le rythme soutenu, toujours entre deux avions avec deux bases, la Martinique et la France, et des valises presque toujours déjà prêtes. Depuis plus d'1 an, en fait, j'ai le bonheur de vivre dans mon île, la Martinique, sans en bouger. Et j'avoue, c'est vrai, la scène me manque. On me demande souvent de raconter comment je vis cette période et ça m'amuse car, comme d'habitude, lorsque mon univers change, je m'adapte pour trouver chaque jour 1000 manières diverses de ne pas perdre pied. Comme vous l'aurez compris, je suis une femme des Antilles, et lorsqu'on connaît l'histoire violente de nos îles, on sait que la femme est la gardienne de leur humanité. Toujours avec dignité, toujours. J'ai vu se battre ma grand-mère, ma mère, et une multitude de femmes de chez nous. Elles sont mes exemples. Que ce soit dans la violence ou dans les rapports un peu plus apaisés, elles ont dû et doivent encore trouver des solutions pour que les choses évoluent positivement et que la vie soit préservée. La femme donne la vie, tout le monde le sait. Alors, elle sait mieux que quiconque comment la protéger. Nous savons ce que nous apportons à l'humanité, ne cherchons pas une reconnaissance, mais plutôt occuper la place qui est la nôtre, parce que ce monde ne peut pas être équilibré sans nous. Il est essentiel de croire en des lendemains meilleurs. Cela devient plus facile lorsque tout ce qu'on fait va dans ce sens. Alors je souhaite à toutes les femmes
de rester confiante, créatrice et belle. Jocelyne Miroir, qui est extraordinaire, c'est une très grande artiste et une très belle personne. Irina, il y a dans son propos l'idée d'une lignée de femmes. Est-ce que vous êtes vous-même l'héritière d'une lignée de femmes qui vous ont inspiré? Alors j'étais très sensible à ses propos et vraiment quand elle a parlé de ces exemples féminins, sa mère, sa grand-mère, je me suis dit c'est la même chose pour moi, c'est ce que je ressens parce que les grandes femmes qui ont marqué mon parcours personnel tout petit sont d'abord ma mère et ma grand-mère maternelle, des symboles de femmes, je veux dire, je me mets debout pour parler d'elles, extraordinaires et qui m'ont transmis toute cette énergie positive avec laquelle on avance dans la vie. Et m'ont transmis aussi d'autres valeurs, la musique, elles m'ont transmis la musique, puisqu'en Bulgarie, ce sont surtout les femmes qui chantent. Ma mère chante et joue de l'accordéon, ma grand-mère chantait, voilà, donc ce sont des exemples parfaits. Et ensuite, à partir du cercle familial qui est effectivement extrêmement important, donc l'éducation dont on parle ici, qui est à la base de tout, de notre attitude à l'égard du monde, à notre vision. Il y a aussi le cercle élargi des grandes femmes qui ont marqué notre parcours. Et là, je peux en mentionner vraiment plusieurs, que ce soit mes professeurs de chant et de musique, mes professeurs tout simplement. Je pense avec beaucoup d'affection à mes amies femmes et particulièrement à une femme qui nous regarde, je crois, depuis Dakar actuellement, au Sénégal. On l'embrasse, on la salue. Leni Yotova, qui voilà, travaille pour la francophonie, voilà, déléguée pour le français dans le monde, etc. Et donc, j'essaye de rendre hommage à Leni Yotova. Donc, je tenais absolument... C'est une autre bulgare, mais c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui, parce qu'elle était ma professeure de lettres françaises à l'université. Donc c'est un autre volet de ma vie, de mon parcours. L'univers de la francophonie, du français et de la francophonie. Tout à fait. Elle est le lien avec vous aujourd'hui. Et voilà, donc j'essaye de rendre hommage à toutes ces femmes qui m'ont marqué aussi dans l'autre livre que j'avais écrit, Le chant qui parle. Et là, je mentionne Myrta et Tania et Anna Karina et tant d'autres, Raymond, Emma, enfin voilà, ce sont des femmes extraordinaires sans lesquelles je ne serais jamais arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc, merci à toutes, je vous embrasse très fort. Samar, les femmes s'adaptent toujours. C'est une belle définition de la résilience, non ? Ah oui, très belle. En fait, on en a parlé tout au long, je pense, de cette conversation. Effectivement, quelle que soit justement l'origine géographique ou la situation économique, ou la femme s'adapte toujours. Et donc, on l'a prouvé encore plus pendant cette pandémie, cette crise, où on trouve toujours des moyens finalement innovants et qui sortent des sentiers battus pour dire qu'on est toujours là, qu'on sera toujours là. Et qu'on trouvera les moyens, justement, enfin, j'ai en tête là des exemples qui me viennent à l'esprit de femmes qui avaient une activité, par exemple, qui s'est arrêtée à cause de la pandémie, qui ont changé, qui avaient par exemple des usines à textiles qui se sont mises tout de suite, quasiment au tout début, à faire des masques. Oui, voilà, donc voilà, il y a toujours cette faculté d'adaptation qui est extraordinaire en fait chez la femme. Louise, Jocelyne nous souhaite de rester confiante, créatrice et belle. Alors, est-ce que c'est... Et belle. J'imagine que ce paramètre-là n'entre pas dans l'action de l'OIF, mais tout de même, cette dimension esthétique, ce qui nourrit aussi la fierté, le fait de garder la tête haute pour se battre, est-ce que c'est une chose à laquelle vous accordez une attention particulière ? Écoutez, les femmes de l'espace francophone sont déjà très belles. C'est vrai. Donc, nous sommes là pour le démontrer. Voilà. Il faut prendre un compliment quand il passe. Regardez. Mais, vous savez, moi, je viens d'un pays, le Rwanda, qui accorde beaucoup de valeur à la femme.
un pays qui, même dans sa tradition, même il y a plusieurs siècles, avait compris que la femme a une place importante. Après, des éléments culturels de discrétion, de patience. Mais l'aspect, je pense que se faire belle pour une femme, ça fait partie de... Ça lui donne le moral. Je ne sais pas mais pour vous, mais moi, quand je vais chez le coiffeur, c'est pas vraiment pour que mes cheveux soient beaux, etc. Mais c'est un moment d'intériorité avant de voilà. Et s'offrir au monde. Et je pense d'ailleurs que toutes les femmes du monde... Je connais plusieurs cultures, je suis un petit peu un mélange de plusieurs cultures dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Je ne connais pas de femme qui n'aime pas se sentir belle. Pour elle d'abord. Bien sûr. Et donc, avant le regard de l'autre. Jocelyne, j'ai bien pris le message. Ça fait partie voilà. Moi, je trouve aussi que quand les femmes se font belles, c'est un signe de respect pour les autres. On veut leur présenter une image, mais tout d'abord, se faire belle, ça fait partie de cet armement qu'on prend chaque matin pour confronter des choses qui ne sont pas toujours très, très belles. Ça, c'est bien vrai. Alors, une autre belle artiste, elle est au tout début de sa carrière, c'est Jane Constance. Elle est mauricienne. Jane Constance a été découverte dans The Voice Kids en 2015. Elle avait d'ailleurs gagné le concours. Elle est talentueuse, elle est émouvante. Moi, j'ai pleuré lors de toutes ses prestations. Il n'est pas impossible que je pleure à nouveau. Je vous propose d'écouter son message. Je suis Jane Constance, lauréate de la 2e saison de The Voice Kids France. Artiste de l'UNESCO pour la paix et originaire de l'île Maurice. Maurice est un pays francophone. Le créole mauricien, qui est notre langue maternelle, est dérivé du français. Du coup, la langue française fait partie de notre quotidien. Je suis née non-voyante, mais j'ai toujours su dédramatiser mon handicap pour en faire une force. Avoir un handicap ne devrait pas être un obstacle. Car ensemble, nous pouvons le surmonter pour atteindre nos objectifs. Il est important de croire en soi, croire en ses rêves et faire de la persévérance le maître mot. En ce 20 mars, j'en profite pour souhaiter une très belle fête de la francophonie à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Jane Constance, mais elle est tellement... voilà, je sais. Quels sont les handicaps, Louise, avec lesquels nous ne naissons pas nécessairement, mais qui nous forgent? Parce qu'il y a des handicaps à des degrés différents, évidemment. Elle porte un message de persévérance, mais on a tous des handicaps, d'une certaine façon. Oui. Vous savez, on dit que c'est dans l'adversité que le vrai caractère et la force d'esprit ressort chez les êtres humains, les hommes comme les femmes. Mais quand la femme a un handicap, Jane Constance est un très très bon exemple. Et encore une fois, je généralise, mais quand la femme a un handicap, elle se lève, elle essaye de vivre malgré l'handicap. Moi et mes copines, quand on était à l'université, on se moquait chaque fois des garçons dans nos classes parce que quand les garçons avaient, je ne sais pas, un petit rhume, c'était la fin du monde. Ah là là, ils ne venaient pas. Voilà, il fallait trouver quelqu'un pour les remplacer ici et là. C'est un peu caricatural, messieurs, mais c'est pas faux. Il faut quand même se dire les choses à un moment. Non, c'est vrai. Alors, on se lève, on va à l'école, on soigne son rhume, mais pour les garçons, ah non, vous savez, ça va pas, je ne pourrais pas venir toute la semaine, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un pour me remplacer? On en riait chaque fois. J'ai même une histoire vraie qui m'a été racontée par une copine qui est tombée malade, elle était mariée,
Et son mari qui n'arrivait pas, après 3 jours, vraiment à s'occuper d'elle, malgré qu'elle elle s'occupait de lui, des 2 petites filles qu'ils avaient ensemble, lui a proposé le 3e, 4e jour de l'amener chez ses parents le week-end parce que voilà, on prendra très bien soin de toi et je viendrai te chercher le week-end. Et bon, vu le travail énorme que j'ai pour le moment, peut-être que les petites peuvent venir avec toi. Tu seras mieux soignée chez tes parents parce que tu vois, moi, je suis pas vraiment... Je sais pas faire. Alors, on parle de la force et de la résilience de la femme, mais c'est dans la vie de tous les jours. Djaïli, est-ce que d'autres ne nous trouvent pas parfois des handicaps que nous ignorions avoir ou qui n'en sont pas pour nous-mêmes? Eh bien, je ne sais pas quoi répondre à ça. Parce que quand on est une femme, évidemment, j'ai l'impression qu'on passe finalement notre temps à nous défendre et à nous justifier. Tout à fait. La pire des insultes qu'on puisse faire à une femme dans nos régions, c'est tu es une rebelle. Donc finalement, être rebelle, ou plutôt sembler être rebelle, c'est-à-dire ne pas se conformer à ce qu'on attend de nous, c'est finalement le pire des handicaps. Mais c'est ce qui fait de nous des femmes résilientes, des femmes fortes, des femmes qui avancent malgré tout. Donc, le handicap pour moi, c'est quand on baisse les bras, qu'on ne fait rien et qu'on se résigne tout simplement. Très bien. Alors, une autre artiste, c'est l'artiste camerounaise Charlotte Ntamak. Elle est humoriste, elle est comédienne, conteuse. Alors dire les choses avec humour et force, hein, en maniant avec malice ce français fertile, dont la francophonie démontre l'immense richesse. Charlotte aborde un sujet que personnellement je trouve absolument génial, c'est être une vraie femme. Qu'est-ce qu'être une vraie femme? Regardez. Je démissionne de mes fonctions de femme. Pas que je veuille devenir un homme, hein. Ah non, non. Je me relève de mes fonctions de vraie femme. Tu peux croire que tu es une femme parce que tu as des attributs féminins? Ah mais non, non, non. Alors que tu es loin d'être une femme parce que à leurs yeux, il y a femme et femme. Il y a des femmes tout court et il y a des vraies femmes. Je veux être une femme, un point, un trait. Une vraie femme doit être une femme qui travaille. C'est vrai, mais pas n'importe quel travail pour n'importe quelle femme. Hein. Le travail d'une vraie femme, c'est un travail du genre femme de ménage. Son grade, femme au foyer. Son lieu d'affectation, le domicile conjugal. Son bureau, la cuisine. Le seul poste de directrice auquel elle peut prétendre, directrice de cabinet, parce qu'elle est aussi en charge du nettoyage des toilettes. Pour passer du statut de femme à celui de vraie femme, ce n'est pas facile, hein? Il faut d'abord commencer par une épreuve orale où la femme n'est pas elle-même auditionnée, mais plutôt son compagnon qui se retrouve face à un jury présidé par la belle-mère. J'ai dit, hein, c'est tout ce que tu as vu que tu pouvais nous ramener. Hein? Une avocate. Une femme que tu ne peux pas gronder ni taper parce qu'elle connaît le droit international. D'ailleurs, qui va élever vos enfants? Qui va balayer la maison? En tout cas, si tu crois que toi-même, tu vas piler le plantain chez vous, hein, épousez-la. Lorsqu'une femme commet l'erreur d'être une grande femme au lieu d'être une vraie femme, son nom est traîné dans la mauvaise haleine des bouches les plus maladroites du quartier. Joe, tu crois que l'Angola fait comment pour devenir lieutenant-colonel? Ah, laisse-nous ça. Major de quelle promotion? Elle était major de sa promotion parce qu'elle était la majorette du général. Tente de faire 5 ans de mariage sans lui faire 5 enfants. Ouais. Le type, s'il n'a pas de chance, hein. Ça, ce n'est même pas une femme, ça. Je ne veux plus être une vraie femme parce que je vise au moi. Qui a même dit qu'on ne peut pas passer de femme de chambre à présidente de la chambre d'agriculture? Qui a dit que la place de la femme, c'est à la cuisine et non à l'Assemblée nationale? Quelle est la constitution qui stipule qu'une femme ministre ne peut être que ministre de la condition féminine? Donc, les systèmes d'équations à 3 inconnus que je faisais à l'école, les statistiques, la trigonométrie, le périmètre du parallélépipède rectangle, c'était pour cuire le riz. Hein? C'est décidé, hein? Moi, je ne veux plus être une vraie femme, mais une femme.
Voilà, alors, êtes-vous une vraie femme? Irina? Vu la définition qu'on vient d'entendre, je me demande... Qu'est-ce que votre définition d'une vraie femme? Quel humour, bravo, Charlotte Pamag. Il nous a bien fait rire, effectivement. Mais il se cache plusieurs messages sérieux derrière tout est sérieux. Son humour. Voilà, ce sont des messages importants et c'est notre regard, le nôtre, nous femmes, sur nous-mêmes et nos concerts, qui est extrêmement important en fait. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie ou qu'on n'avance pas. Et vaut mieux choisir effectivement de se voir d'une manière positive que négative, plutôt de se soutenir les unes les autres que... Bien sûr, cette sororité même, dont on a c'est la sororité, absolument, c'est un mot important aujourd'hui. Jaili, on en revient aux injonctions, être au service de sa maison, de son mari, de ses parents, de ses enfants, rendre les autres heureux, c'est ça une vraie femme pour vous? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote pour répondre à la question. Le jour de mon mariage, un membre de ma famille s'est approché de mon époux et lui a dit « Mounial, patiente, on est désolé pour toi. Cette femme que tu viens d'épouser, c'est une rebelle. Elle a déserté la cuisine. Elle est contre tout ce qui fait d'elle ou qui devrait faire d'elle une vraie femme. Donc, patience, tout simplement. » Et mon mari, qui est quand même, non là quand même c'est un homme adorable, a répondu « Mais c'est ce que je cherchais depuis, une femme rebelle et non pas une vraie femme. » Donc il vous reconnaissait pour ce que vous étiez. Donc je ne suis pas pour une vraie femme peut-être. C'était un paradoxe. Mais le plus important, c'est d'être une femme, c'est d'être belle. Voilà. Belle dans le combat. Samar Louati, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, apparemment, je ne suis pas du tout une femme. Une vraie. En tous les cas, j'ai une fausse. Bon, j'ai la grande chance quand même d'avoir un mari, effectivement, qui m'aide beaucoup dans notre vie commune, familiale, etc. Donc, c'est une chance et... Je ne sais pas, malheureusement, peut-être, on est obligé de dire ça dans le sens où ce n'est pas si commun que ça, en fait. Donc, effectivement, quand c'est le cas, on le souligne à chaque fois parce que c'est vrai que pour pouvoir s'affirmer dans ce monde qui est encore régi par beaucoup d'hommes, on est dans l'obligation quasiment d'assurer voilà, une réelle égalité dans son propre foyer pour pouvoir justement affronter ce monde et trouver sa place. Mais je voulais juste revenir à votre question précédente par rapport à l'handicap, parce que justement, en évoquant tout à l'heure aussi l'entrepreneuriat, etc., un des gros handicaps qui est prouvé malheureusement chez les femmes, c'est le manque de confiance en soi. Donc c'est ça sur le... Enfin, donc, je vais regarder cette fois-ci. Voilà, parlez aux femmes. Voilà, donc ayez confiance en vous, mesdames. On a évoqué beaucoup de solidarité. On se doit toutes d'être solidaires et de prouver au monde ce qu'on vaut réellement. Voilà. Ça, c'est un très, très beau message. Louise Mushikiwabo. Alors, attendez, excusez-moi. Louise Mushikiwabo. Merci. Ça signifie dans ma langue, le Kinyarwanda, leur sœur. Leur sœur. Un nom de fille. Ça ne peut pas être un garçon. Parce que Mushiki, c'est la sœur. Wabo, de eux. Leur sœur. Je vous prends comme sœur. Merci. Non, mais... vous héritez d'une nouvelle petite sœur. Merci. J'espère que vous êtes très contente. Avec grand plaisir. avec grand plaisir. Vous avez un peu le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Et oui, déjà, je ne peux pas de surprise. Vous mettez la pression, là. Vous mettez la pression. Personnellement, je pense que il n'y a aucune contradiction entre... être une femme qui est consciente d'elle-même, qui s'occupe d'elle-même, et une femme qui pense aux autres, qui s'occupe des autres. Je pense qu'une des grandes forces de la femme, justement, c'est de ne pas être autocentrée, c'est d'avoir la main sur
beaucoup d'autres êtres humains. La femme est formidable. D'être un super-héros, en fait. Elle a beaucoup de pouvoir. Et pour moi, vraiment, pour moi, être une vraie femme, dans ma propre définition, c'est être une femme qui est consciente d'elle-même, de sa valeur. Mais si on s'arrêtait que là, on ne serait pas vraiment une vraie femme. C'est aussi rayonner autour de nos familles, de nos collaborateurs. C'est ça la force de la femme, c'est de pouvoir être elle-même et être en quelque sorte une petite partie des autres. Oui. Voilà. Ah, ça, c'est un très beau mot de la fin. Voilà, c'est la Journée internationale de la francophonie. Il est essentiel quand même que je vous parle du dictionnaire des francophones. Il recense des centaines de milliers de termes, un dictionnaire qui est collaboratif, en ligne, et que vous pouvez d'ailleurs enrichir, donc n'hésitez pas à le faire. Donc ça y est, on arrive au terme de cette conversation débat. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu à y participer. Il me reste à vous souhaiter une belle après-midi et surtout à prendre soin de vous. À bientôt. Merci. Merci à toutes. Merci.